Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette troisième et dernière table ronde, donc intitulée pour des ports optimisés. Donc, cet événement se tient dans le strict respect des règles sanitaires. Alors, dans le cadre de ce séminaire, nous sommes partis du hardware pour finir sur les ports optimisés. Alors, aujourd'hui, les ports, dont ceux des Hauts-de-France, ont un vrai besoin de digitalisation, d'accroître l'optimisation, et ce, notamment au travers la gestion des données au sein du port, aussi entre les ports français, les ports français et étrangers, au regard de notre position géographique et de notre proximité avec l'Angleterre et la Belgique, pour ne citer que ces deux pays. Alors, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais proposer que vous vous présentiez les uns et les autres. Donc, je vais essayer d'adopter les us et coutumes du monde de la recherche, où on s'appelle par son prénom et on se tutoie. Et je vais le faire par ordre alphabétique. César, en 1 minute, Bonjour Ludivine. quelques mots de présentation. Donc je suis géographe avant tout, et je suis chercheur au CNRS, et plus particulièrement affilié au laboratoire Economics à Paris-Nanterre. Je fais des recherches sur les réseaux de transport, les réseaux maritimes en particulier, leur évolution géohistorique, et dans ces réseaux, le développement des villes portuaires, l'émergence donc de hubs, l'émergence de pôles de transport et l'émergence de corridors. Merci César. Pierre? Oui, bonjour, moi je m'appelle Pierre Austin. Je suis chargé de recherche à l'université Gustave Eiffel, anciennement IFSTAR. Et je travaille dans une équipe qui est spécialisée dans la gestion du trafic ferroviaire, en particulier les outils d'optimisation de recherche opérationnelle appliqués au monde du ferroviaire de manière générale, et en particulier à la gestion du trafic ferroviaire. Voilà, je suis là parce que j'ai participé à un projet qui s'appelle OptiYard, qui s'occupait de gérer de manière optimisée et automatisée des gares de triage et des gares ferroviaires de fret. Très bien. Je vous propose donc de débuter cette table ronde avec une première question à Nathalie, après qu'elle se soit présentée. Merci Ludivine. Donc moi je suis Nathalie Mitton, je suis chercheure INRIA et je travaille dans les réseaux sans fil contraints. Et donc je suis là parce qu'on a travaillé dans le monde du transport multimodal, et en particulier sur le suivi de containers. Et donc, quels sont les enjeux pour les ports optimisés? Alors, j'imagine qu'il y a énormément d'enjeux. Moi, je vais plutôt parler de ce que je sais, c'est-à-dire l'enjeu d'ajouter du numérique, on va dire, au port. Donc, ça va être de collecter de la donnée beaucoup plus précise que ce qu'on peut avoir jusqu'à maintenant, grâce par exemple à des capteurs, des réseaux de capteurs, pour avoir des données plus nombreuses, avec une granularité beaucoup plus fine, de pouvoir modéliser, simuler, virtualiser tout ça. Et puis, plus précisément, dans les thématiques qui me concernent, tout ce qui est le défi lié aux communications, à la collecte de ces données, comment est-ce qu'on récupère les données de tous ces capteurs, sachant qu'ils sont de plus en plus nombreux, que ça consomme de l'énergie, et que faire de cette donnée. Alors, parfois, on entend parler de la LiFi, donc je ne suis pas experte dans ce domaine. Oui, donc nous en dire un mot? Le LiFi, qui est en fait un autre moyen de communiquer sans fil, qui a émergé il n'y a pas très longtemps, donc c'est la communication par la lumière. Donc, effectivement, dans mon équipe, on travaille également sur ce type de communication. Alors, on ne l'appelle pas LiFi parce que c'est plutôt le nom commercial, et c'est dédié plutôt à une connexion un peu comme Internet, comme le Wi-Fi. Nous, on va appeler VLC pour Visible Light Communication, et on va regarder beaucoup plus loin d'autres types de communication à partir de la lumière, comme par exemple des communications de véhicule à véhicule dans les réseaux véhiculaires. Pierre, donc dans la continuité de ce qu'indiquait Nathalie, modélisation, apprentissage de la donnée, qu'en est-il dans le périmètre de vos recherches? Alors, en apprentissage, bon, notre équipe est
et pas franchement spécialisé là-dedans. Donc ça fait partie des outils qui sont émergents, qui sont un peu sur la table, dont il va falloir se saisir à un moment donné, mais pour l'instant, c'est pas encore trop notre sujet. Par contre, sur la modélisation, voilà, en termes scientifiques, dans notre domaine d'optimisation mathématique, il y a un gros enjeu de modélisation au niveau microscopique de l'infrastructure ferroviaire. Il n'y a pas tellement de groupes finalement en Europe qui s'occupent de problèmes de gestion de trafic en modélisant l'infrastructure à un niveau microscopique, avec vraiment les signaux, les circuits de voie, les aspects, le nombre d'aspects, toutes ces choses-là, les jonctions modélisées de manière précise. Et ça fait des modèles plus compliqués, des problèmes plus compliqués à aborder, à résoudre, plus complexes. Et donc voilà, il y a du travail encore qui est à fournir là-dessus. Ouais. César, la question ferroviaire intermodale n'est pas au premier plan de vos travaux. Vous n'êtes pas là par hasard. Tout à fait. Voilà, ce que j'ai fait exprès d'omettre dans mon introduction, c'est que cet intérêt pour les réseaux maritimes dérive vers de plus en plus un intérêt pour l'interconnexion entre les différents modes de transport. Il y a deux aspects, donc je vais peut-être d'abord parler du premier. Il y a l'aspect d'abord interconnexion au niveau des réseaux d'entreprises, et il y a l'interconnexion au sens physique des infrastructures et des flux. Donc d'abord, pour parler du premier aspect, il est intéressant d'observer ce qu'on appelle l'intégration des transports, le degré d'intégration des transports au niveau des places portuaires en France et en Europe. Les travaux qu'on a pu mener sur ce thème depuis un travail avec des collègues de Rotterdam pour les années 2010, on a pu se rendre compte qu'il y a deux types d'intégration entre les réseaux, entre les modes de transport en Europe, dans les places portuaires. Il y a d'abord l'intégration par les transitaires, c'est-à-dire qu'on a une concentration de firmes transitaires dans les ports, là où les chaînes de transport sont peu intégrées. Et donc là où on a finalement des petites firmes, ou des firmes monomodales principalement, qui opèrent dans un mode seulement. Et donc, on a besoin du transitaire pour faire la jointure entre ces différents modes de transport. Et le deuxième aspect, c'est qu'on va avoir un intégrateur des transports au sens strict. Donc, ça revient à parler, là, dans le deuxième cas, des 3PL, c'est-à-dire des activités qui ont été qui résultent de l'intégration horizontale et verticale des transports. On a des grandes firmes qui vont, elles, contrairement aux transitaires, qui vont faire surtout du travail de bureau pour intégrer les différents modes, les intégrateurs de transport vont plutôt intégrer les flux et les faire transiter physiquement. Alors oui, nous étions partis sur l'idée que la concentration des transitaires est quelque chose de positif pour les ports, puisque les transitaires aident à connecter la chaîne mondiale, et la chaîne locale de transport. Ce qu'il est apparu, c'est que c'est plutôt le contraire, c'est que c'est la concentration des 3PL, des third party logistics, qui prime quand on parle de port optimal. C'est plutôt là où se trouvent les 3PL que les ports sont optimaux et sont performants. Et la France, dans ce domaine, apparaît plutôt dans le premier cas, c'est-à-dire que la France est dominée par les transitaires. D'accord. Et donc, on a pu en conclure que la France, ainsi que l'Europe orientale et l'Europe du Sud, faisaient partie plutôt du cas où on a une chaîne des transports désintégrée et qui nécessite beaucoup plus de transitaires qu'elle ne devrait. Pierre, tu as évoqué tout à l'heure deux cas d'études, terminale, gare de triage. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Donc
projet auquel j'ai participé avait comme partenaire deux exploitants de gares ferroviaires, qui étaient deux types assez différents, parce qu'on voulait développer une approche justement un peu générale qui puisse s'appliquer, on va dire, peut-être pas n'importe quelle gare de triage, mais enfin une grande variété de gares de triage. C'était déjà quelque chose qui n'existait pas dans la littérature scientifique, dans les approches scientifiques et techniques pour l'instant dans notre domaine. Et donc, d'une part, il y avait une gare de triage classique avec une butte où les wagons sont découplés quand les trains arrivent, puis ils sont poussés, ils sont réassemblés ensuite pour former de nouveaux trains sortants. Et en même temps, le deuxième cas d'étude, donc ça c'était le premier cas d'étude en République tchèque, et le deuxième cas d'étude qui se trouvait, lui, sur le port de Trieste en Italie, c'était une gare multimodale, donc où les trains n'étaient pas désassemblés, entre guillemets, mais ils portaient des conteneurs qui étaient simplement transférés entre les bateaux qui arrivaient sur les docks et les trains qui venaient et sortaient de la gare. Voilà, donc on avait ces deux cas d'étude. Et quels en sont les défis scientifiques et ou technologiques qui en sont ressortis? Alors, pour nous, un premier défi scientifique majeur, ça a été de se rendre compte qu'il y a beaucoup de prises de décision à différents niveaux dans ces gares, hein, qui sont interdépendantes les unes des autres. Il faut gérer des équipes qui vont inspecter les trains, des équipes qui vont couper des wagons s'il y a lieu, des équipes qui vont vérifier les papiers. Donc, pour le trait, c'est une zone internationale, une zone nationale, donc il y a des papiers, un peu des choses à vérifier administrativement. Il y a des locomotives sur la gare qu'il faut gérer correctement. Il y a des routes à allouer à l'intérieur de la gare si on modélise de manière microscopique. Voilà, il y a plein de décisions à prendre, la manière dont on gère la capacité des voies, etc. Et il n'existait pas d'approche qui gère cette chose-là de manière globale, scientifiquement parlant, en termes d'optimisation des ressources de la gare et de gestion optimisée de la gare. Donc ça, c'était vraiment déjà un gros défi. Voilà. Et puis le deuxième défi, ça a été de pouvoir arriver à implémenter des solutions techniques qui permettent de gérer le caractère dynamique du problème, c'est-à-dire que c'est un problème qui n'est pas statique. Il y a des trains qui sont annoncés régulièrement, qui arrivent dans les gares avec leurs conteneurs, leurs wagons, et qu'il faut gérer, qu'il faut insérer dans un planning. Donc, il faut le modifier de manière dynamique tout au long de la journée, tout au long de la semaine, tout au long de l'année, etc. Et ce genre de problème-là, finalement, est plus difficile à traiter. Il faut faire parler un peu un module qui calcule des solutions optimisées, et puis le gestionnaire de l'infrastructure ou bien la simulation dans notre cas. Et ça, c'est quelque chose aussi qui n'avait pas été vraiment géré de manière approfondie dans la littérature scientifique. Donc, c'est deux choses un peu qu'on a dû affronter. César, tu m'as indiqué qu'en fait, il y a de nouveaux travaux sur lesquels tu travailles aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui. Donc, ce que j'ai dit avant, c'était un peu la première phase, c'est de s'intéresser donc aux forces et aux faiblesses des places portuaires en termes d'intégration. Et donc, ce travail sur les transitaires ou les 3PL, on a voulu l'étendre, le croiser avec un travail plus classique finalement, sur l'intégration physique des infrastructures et des flux, au niveau toujours européen. Donc, on a prévu de mettre en place, j'ai prévu de mettre en place un consortium, un projet déposé scientifique avec plusieurs pays européens pour mettre en place donc un système d'information géographique qui permettrait donc de modéliser les réseaux terrestres européens, routiers, ferroviaires et fluviales, et de connecter ce réseau terrestre au réseau maritime dans son intégralité, sachant que le réseau maritime est bien souvent, dans les projets européens, bien souvent réduit à quelques liens ferry, quelques petits liens ferry, histoire de faire joli. Mais donc voilà, nous, on a vraiment l'ambition d'apporter ce réseau maritime complet, des liens courts et des liens à longue distance, pour mieux comprendre, quelque part, pour mieux comprendre le routier, puisque en fait, chaque mode ne peut pas se comprendre indépendamment des autres. Voilà. Et le routier, le ferroviaire, le fluvial, en fait, et le maritime forment un seul système de transport, et c'est ce système qu'on veut analyser. Et quel lien vous faites avec votre étude précédente? Alors, le lien avec l'étude précédente,
c'est que ça nous permet, si vous voulez, Ludivine, tu le veux bien, c'est d'avoir au final de pouvoir calculer de pouvoir proposer aux acteurs des indicateurs synthétiques de performance, de centralité, de performance, de spécialisation dans les réseaux de transport, et qu'on pourrait enfin, in fine, mettre en rapport avec des indicateurs plutôt socio-économiques, d'emploi, de chômage, pour mettre en relation ce qui se passe au niveau des réseaux de transport, des flux, mais aussi des territoires et des populations locales. Pierre, quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées lors de votre projet? Ouais, comme toujours dans ces projets-là, il y a une phase qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Bon, c'est-à-dire que c'est classique, mais d'arriver à collaborer de manière approfondie avec les gestionnaires d'infrastructures, avec les entreprises qui sont impliquées dans ce projet-là, pour récupérer des données, les bonnes données, assez de bonnes données dans le bon format, sur une période adéquate. Ça a été un premier défi qui s'est finalement qui a pris plus de temps que prévu pour pouvoir créer les cas d'études. C'est vraiment eux qui sont le pilier ensuite sur lequel on va se baser pour pousser l'analyse scientifique. Donc ça, c'était un premier défi, enfin une première difficulté, on va dire. Une difficulté ensuite pour nous, ça a été de se rendre compte que dans les modèles qui étaient analysés dans la littérature scientifique, les choses étaient très simplifiées pour faire un peu des modèles, ce qu'on appelait jouer. Alors c'est une première étape intéressante dans la recherche, il faut toujours la faire. Mais on s'est rendu compte au final, à la fin du projet, qu'il manquait à ces approches-là des petites connaissances opérationnelles sur le terrain, de choses que font les opérateurs pour pouvoir s'en sortir, de mouvements supplémentaires de trains, stockage sur des voies de stockage particulières, des choses qui ne sont pas forcément toujours bien modélisées et qu'il faut connaître pour les intégrer dans nos modèles, pour avoir la même flexibilité que les opérateurs, arriver à utiliser tout ce qu'on peut pour optimiser un peu la gestion. Et la dernière difficulté, moi je dirais, qui est la plus frustrante, c'est le temps du projet qui a duré 24 mois. Et vu l'ambition affichée du projet, c'était vraiment très court. Donc il y a eu beaucoup de travail sur la partie de la modélisation de la création des cas d'études, la création d'un simulateur microscopique pour pouvoir simuler ces cas d'études. Et ça nous a laissé très peu de temps pour la partie sur laquelle on intervient en général, qui est souvent la fin des projets, qui vient construire tout ce qui a été fait avant. Donc on avait vraiment eu très peu de mois pour développer nos approches algorithmiques, mathématiques d'optimisation. Et on a vraiment l'impression qu'on aurait pu faire plus intéressant, obtenir de meilleurs résultats. Et ça, c'est toujours un peu frustrant parce que quand on travaille avec des professionnels, on a envie de leur montrer que nous, ce qu'on fait, ça peut vraiment leur apporter quelque chose. On sait qu'il y a des cas où vraiment ça a bien marché. Donc, quand comme ça, on manque juste d'un peu de temps pour transformer complètement l'essai, c'est toujours un petit peu frustrant pour nous, mais voilà. César, je reviens un instant sur le SIG. Ce que tu as indiqué juste précédemment sur l'intérêt de connaître ces liens, ces nœuds. Qu'en est-il? Tu peux ajouter quelques éléments et j'aimerais savoir si on retrouve cela aussi pour les Hauts-de-France. Oui. Donc effectivement, alors pour revenir sur les nœuds, c'est ça, sur le. Oui, c'est ça. Sur les nœuds, le transitaire qui va aider les différents modes de transport à s'aider, et notamment avec ces dimensions plus administratives en termes de gestion. L'intégrateur qui, lui, va intégrer physiquement les flux. Tout à fait, Donc, par rapport à cela, ce que vous avez établi et les éléments que vous disposez ou pas pour les Hauts-de-France. D'accord, oui, tout à fait. Alors, bon, la situation dans nos résultats précédents, la situation de Dunkerque était la même que pour tous les ports français. On avait classé les ports européens on les avait catégorisés donc par classe d'importance de l'intégration des transports et par le rôle des transitaires dans cette intégration. Les ports français apparaissaient tous dans la même classe, c'est-à-dire la plus forte dépendance aux transitaires, qui était assez frappant par rapport donc aux voisins belges, hollandais,
aux Scandinaves, aux îles britanniques, qui, eux, étaient plutôt à l'opposé, c'est-à-dire une forte dépendance aux intégrateurs, comme donc Geodis, Kuehne+Nagel. On parle de ces grandes entreprises mondialisées qui proposent des services physiques. Donc, pour ce qui est de mes travaux futurs et des Hauts-de-France, en fait, il y a matière à aller plus sur le terrain, plus en détail, parce que cette étude est portée sur seulement 80 îles portuaires en Europe. Il est question là d'aller un peu plus près de la hiérarchie des petits ports, etc., d'avoir une base de données beaucoup plus fournie, avec à peu près 300 000 des données d'emploi et de chiffre d'affaires sur à peu près 300 000 établissements dans le secteur transport et logistique. Et il est question aussi de faire des enquêtes auprès des acteurs locaux, et notamment dans les Hauts-de-France, parce que nous avons eu la chance, ce projet qui vient d'être déposé fin avril, a eu la chance d'être labellisé par e-Trans. Donc j'en profite de ma présence ici, j'en profite pour remercier e-Trans et leur comité pour nous avoir donné cette bénédiction. Et nous ne manquerons pas de leur retourner l'appareil quand nous commencerons nos recherches. Les Hauts-de-France feront partie de nos terrains privilégiés de recherche. Mais des belles perspectives à venir sur cette étude. Donc, pôle de compétitivité, je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est de faire émerger des projets d'innovation collaboratifs. Nathalie, je me tourne vers toi. Collaboration entre recherche et monde académique. Est-ce que c'est affaire courante? Fabienne en a dit quelques mots tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous amener un éclairage là-dessus? Oui, alors personnellement, mon équipe travaille avec des industriels sous différentes formes. Donc, au travers de projets collaboratifs, parfois financés par l'Agence nationale de la recherche, donc l'ANR, ou parfois en direct, juste un contrat bilatéral entre une entreprise et notre équipe. Donc, à titre d'exemple, pour les applications en lien avec le port, il y a quelques années, on avait participé à un projet ANR justement dans lequel l'un des partenaires était le port du Havre. Les enjeux ici, c'était d'équiper à la fois les dockers et les équipements, les grues et les véhicules mobiles dans les ports d'objets communicants et d'anticiper des risques du style une collision entre un docker et un véhicule, par exemple, en remontant une alerte avant la collision, quand on voyait que les équipements se rapprochaient dans des lieux plutôt confinés, par exemple. Et un autre exemple, c'est une collaboration, cette fois bilatérale, avec une thèse CIFRE, Fabienne en a parlé, avec la société Trexens. Donc Trexens, c'est une société marseillaise dont l'activité est d'équiper les containers qui voyagent à travers le monde, en grande partie sur les porte-containers, justement, et de remonter de l'information quotidienne depuis chacun de ces containers. Donc, avec Trexens, on avait travaillé ensemble, et justement avec le docteur en CIF, et on a conçu ensemble toute la pile de communication qui permet à chaque conteneur d'envoyer des informations, où qu'il soit sur terre, en mer, au fond d'une cale d'un bateau, et voilà. Vous avez d'ailleurs fait, je pense, des tests grandeur nature? Oui, effectivement. Donc, on a commencé par des petits tests en laboratoire, puis après sur des parkings avec des véhicules qui étaient plutôt des voitures, mais pour avoir un peu l'aspect métallique pour voir comment se propageaient les ondes. Et pour finir, on a eu la chance, entre guillemets, de pouvoir monter sur le porte-container Bougainville lors de sa sortie inaugurale en équipant des containers, justement, pour vérifier que notre solution était viable. Je pense qu'au-delà d'être viable, Fabienne le disait tout à l'heure, hein, le monde de la recherche est plutôt
est plutôt humble, mais en tout cas, ces travaux ont été primés nationalement. Vous avez reçu le prix d'innovation. Oui, Traxens a été récompensé du prix d'innovation INPI dans la catégorie brevet, justement pour l'ensemble de sa solution, qui inclut bien sûr la communication. C'était en 2018. Pierre, le travail qui a été conduit, le projet européen, c'est pas non plus un projet qui se fait seul. Quelques mots sur les partenariats de ton projet? C'était un projet qui s'est monté avec 13 partenaires, si je me souviens bien, qui faisaient partie de 7 pays différents de l'Union européenne. On va sur la France, mais c'est passé aussi par la Grande-Bretagne, bon, l'Italie, la République tchèque avec les opérateurs ferroviaires qui ont bien voulu collaborer avec nous, l'Allemagne, la Belgique, la Slovaquie. Et donc, on avait avec nous 2 opérateurs ferroviaires qui nous ont permis de créer ces 2 cas d'études à la fois fort intéressants. On avait un certain nombre de groupes académiques comme le mien, mais aussi des gens de Leeds, Newcastle, de l'Université de Dresde en Allemagne, par exemple l'Université de Rome en Italie. Bon, l'UIC aussi a participé à coordonner le projet. On avait une entreprise qui s'appelle Simcon en Slovaquie, spécialisée dans l'écriture de simulateurs pour les environnements ferroviaires. Voilà, beaucoup de compétences différentes qui ont été mises un peu en synergie dans ce projet-là. Alors, pour finir, parce que le temps passe vite, malheureusement, une dernière question pour vous trois. Est-ce que le tout numérique est la solution pour optimiser les ports? Je me tourne d'abord vers Nathalie. Le tout numérique n'est pas la solution. Je pense que c'est un moyen d'accéder à une solution un peu meilleure. Mais je pense qu'il faut quand même être vigilant quand on déploie cette solution parce que ça apporte beaucoup d'avantages. On les a vus, beaucoup de choses. Mais également, il faut le faire en toute intelligence et faire attention au risque déjà de déployer des capteurs pour remonter de la donnée. C'est un coût économique, mais aussi écologique, parce qu'on déploie des batteries quelque part. Il faut savoir comment les récupérer, les recycler. Ça a aussi des aspects où on ouvre quelque part la donnée également, elle véhicule sans fil, donc il faut faire attention aux aspects de souveraineté, de sécurité et de respect de la vie privée. Je pense que c'est des choses à avoir en tête quand on déploie. Pierre? Nous, ça nous aide pour notre partie spécifiquement. Il est sûr que ça permet de récupérer plus de données, d'avoir des données plus précises. Ça ne peut qu'améliorer ce que produisent nos algorithmes d'optimisation en sortie, ça c'est sûr. En particulier, bon, ça c'est pas quelque chose sur lequel notre projet s'est beaucoup appesanti, mais il y a d'autres projets qui existent aussi sur le fret ferroviaire dans le cadre par exemple de Shift to Rail. Donc notre projet Pierre, c'est partie du programme Shift to Rail. Il y a quelque chose qui s'appelle Freight Hub aussi qui a eu lieu, qui est un peu plus long que notre projet, qui s'occupait un petit peu de comment arriver à détecter et à annoncer les trains un peu plus tôt aux gares de triage qui vont les recevoir. Ça pour nous c'était quelque chose d'important parce que les trains étaient annoncés dans certaines gares de triage 1 à 2 heures avant qu'ils arrivent. C'est finalement relativement court au vu de la durée des opérations effectuées sur les trains pour insérer ce nouveau train dans le planning des opérations de la gare. Et donc voilà, avoir les données un peu plus tôt, par exemple, il est sûr que ça aide beaucoup. Bon, maintenant, il y a ce qui a été soulevé juste avant sur le fait qu'il faut faire attention aussi avec ces approches-là. Mais sans aucun doute, pour nous, puisque la solution, c'est une aide vraiment importante en entrée pour ce qu'on essaie de développer. Voilà. César, avant que je ne passe aux questions Oui. qui affluent. Alors, une phrase. Il y a encore des domaines, notamment dans le maritime, mais le maritime impacte le ferroviaire et vice-versa, hein, si on prend en compte cette chaîne multimodale. Il y a un domaine, par exemple, au niveau des délais, dans les temps d'escale ou les délais aussi sur mer. Le numérique, notamment les données AIS ou satellitales, peuvent permettre d'optimiser la chaîne de transport, notamment sur le segment donc, maritime et à l'intérieur du port, la manutention.
puisque ce secteur maritime est encore en proie à de nombreux retards et délais. C'est quelque chose d'inhérent à ce mode, hein, pour des raisons de climat, des raisons économiques également. Et sinon, je voudrais conclure peut-être sur le fait qu'il y a aussi des données qui existent, mais qui sont souvent inutilisées, sur, par exemple, des données historiques. Il faut pas minimiser, je pense, l'importance des données historiques sur les ports. Au CNRS, on étudie les séries temporelles qui remontent au 19e siècle, peuvent permettre d'envisager l'avenir à partir d'une réflexion sur les cycles ou sur les répétitions de tendances. Et aussi, on travaille plus récemment avec l'OMS sur des données de santé dans les ports, sur la santé donc des populations locales par rapport au trafic et à l'exposition aux nuisances. Eh bien, je vais rebondir, je vais faire un saut du 19e siècle pour arriver à la question que j'ai là. Nous travaillons pour 2030, mais où va la recherche en mobilité pour 2050? Des paris à prendre qui se lancent. Quelle mobilité? Celle qui vous inspire le plus? Le port de Rotterdam, sauf erreur de ma part, le port de Rotterdam planche déjà sur 2050. Certains ports ont déjà une vision 2030, au moins 2030, voire 2050, à tous les niveaux. Pierre? Pour nous, alors peut-être qu'on a tendance à être naturellement optimiste dans son propre domaine, mais les objectifs affichés en termes d'augmentation de flux de fret ferroviaire, et vu la taille, la lourdeur et la complexité des infrastructures de type gare ferroviaire, dont la capacité globale va être limitée en Europe, on ne pourra pas en construire, je veux dire, comme ça au fur et à mesure. On voit de grandes opportunités pour ce qui est de méthodes de gestion optimisée des ressources pour le réseau ferroviaire de manière générale, pour les gares, les ports ferroviaires en particulier. Donc, je veux dire, pour nous, je vois beaucoup de travail, j'ai envie de dire. Je pense que voilà, va y avoir si les objectifs affichés sont atteints ou qu'on s'en approche en tous les cas, il y aura vraiment des saturations qui sont déjà anticipées et pour lesquelles je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et à retirer d'approches un peu optimisées, automatisées de gestion d'infrastructures qui sont complexes comme celle-là. Nathalie, dans les sciences du numérique, qui vont très, 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 très vite, 2050? Oui, l'évolution, enfin, je peux parler que je connais, donc plutôt les technologies sans fil, elles évoluent, elles sont toujours de plus en plus robustes, elles vont toujours véhiculer plus de données, donc ça permettra peut-être de remonter encore plus de données, quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète, parce qu'en fait, on utilise des ondes qui sont soumises à législation, et cette législation n'est pas la même partout dans le monde, donc on doit aussi faire attention à ça, combiner peut-être avec le VLC dont on parlait tout à l'heure, pour aussi augmenter tout ce qui a été évoqué, les connexions entre le ferroviaire, les ports, mais également, là, on a vu le transport fluvial, là, on a vu tout à l'heure les conteneurs passer, et la route aussi. Une question pour César. Donc, le 3PL est important pour optimiser. Y a-t-il une taille minimale de chargeur qui pourrait avoir la même fonction? C'est délicat. Une taille minimale de chargeur, une taille. J'imagine que la question porte sur la taille en nombre d'employés. Peut-être. Je vais le supposer également. On va le supposer. En tout cas, oui, j'imagine qu'il y a une taille minimale. Je ne saurais pas dire combien d'employés il faut pour atteindre la masse critique. Mais disons qu'en fait, la question est complexe puisque les 3PL sont nés de l'externalisation des services de transport. Et donc, c'est-à-dire qu'avant la libéralisation des transports, on avait donc soit des transporteurs de métier,
fois, on avait des industriels qui eux-mêmes proposaient le transport de leurs marchandises à l'import ou à l'export. Donc, ce qui s'est passé, surtout depuis les années 80, c'est cette vague de libéralisation, d'externalisation, d'intégration horizontale, puis verticale. Donc, ça a concerné surtout, effectivement, les grandes entreprises. Alors, est-ce qu'il y a une taille optimale peut-être, mais en tout cas, elle n'est pas à rechercher au sein des PME. D'accord. Nathalie, Pierre, un complément par rapport à ce sujet? Alors, j'ai une autre question. Je pense que ce sera la dernière. La communication entre les dispositifs doit-elle forcément être à longue distance? Pour moi, je pense. Enfin, pour une partie peut-être de la réponse, mais en tout cas, pas forcément à grande distance. Quand on voit un chargement dans un port ou sur un porte-container, les containers ne sont pas vraiment éloignés les uns des autres. Donc, on peut très bien faire des communications de proche en proche. Des technologies qui portent sur quelques dizaines de mètres, ça suffit. Et aujourd'hui, les technologies qu'on connaît bien, comme le Bluetooth ou le Wi-Fi, portent déjà sur des centaines de mètres. Donc, avec ça, on arrive déjà à faire pas mal de choses. Il faut combiner les technologies, par contre, et on veut bien atteindre tous les points du globe. Un dernier mot? Et si je me tourne pour finir, un mot. Ça, c'est le défi, un défi lancé à des chercheurs. Un mot. Norlink. Ah, Nathalie, pour le sujet des ports optimisés. Pierre? C'est vraiment un mot ou quelques mots? Non, un mot, je oui, peux pas, c'est trop. Bien sûr, c'est plus qu'un mot, une phrase, bien évidemment. Pour conclure. Je sais. Bon, chacun son point de vue, quoi. Moi, j'ai mon point de vue de chercheur et je dirais beaucoup d'opportunités de faire des choses scientifiquement enthousiasmantes. Je le perçois comme ça. Et convaincre, et on va convaincre les opérateurs avec qui on veut travailler qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut apporter quelque chose là-dedans. Et ça, c'est un processus compliqué, mais on peut y arriver. Je suis persuadé qu'on peut y arriver. Et je suis complètement en phase. Et pour compléter, peut-être allier la multidisciplinarité. On a tous des compétences différentes. Je pense que tous ensemble, on arriverait à faire quelque chose d'encore plus optimisé. Eh bien, merci à vous. Et voilà, la dernière table ronde de cette matinée qui prend fin. Et on se retrouve dans une minute pour conclure cette matinée. Merci à vous. Merci.